Je me trouve donc devant un lieu emblématique de la forteresse de Chinon, la tour de l'horloge, avec sa cloche, qui est une cloche du XIVe siècle et qui encore aujourd'hui sonne les heures pour les habitants de Chinon. C'est une de nos petites particularités ici à la forteresse de Chinon. Ce pont d'entrée de la forteresse permet un coup d'œil à 360 degrés sur le paysage environnant. C'est tout d'abord une forteresse royale et son destin de forteresse royale commence au XIIe siècle avec la dynastie des Plantagenets, puisque c'est ici que se trouvait l'un des plus importants palais d'Henri II Plantagenet et de son épouse Aliénor d'Aquitaine. La forteresse de Chinon a également abrité un épisode du célèbre procès des Templiers et le dernier grand maître de l'ordre du Temple, Jacques de Molay, y a été emprisonné pendant quelques mois. Et enfin, dernière étape de notre voyage dans le temps, il concerne l'histoire de Charles VII et de Jeanne d'Arc, puisque cette jeune Lorraine a traversé la France pour venir à la rencontre du futur roi de France Charles VII. Elle est venue à la forteresse de Chinon pour le convaincre de se faire sacré roi de France et bouter les Anglais hors de France en plein cœur de la guerre de 100 ans. Je me dirige vers cette façade de la salle de la Reconnaissance. C'est le seul élément architectural qui subsiste. Et c'est donc ici qu'a eu lieu la présentation de Jeanne d'Arc à la cour de Charles VII. Je vais vous montrer comment j'active ma machine à remonter le temps. Il faut que j'aille sur une borne pour la scanner et voir apparaître devant moi la cour du château telle qu'elle était au XVe siècle. Et nous avons également sur notre histopade la scène de la Reconnaissance, puisque nous avons réussi à faire revivre Jeanne d'Arc en quelque sorte. Nous sommes dans les logis royaux de Charles VII et Marie d'Anjou. Nous avons dans cette salle l'ensemble des collections archéologiques qui ont été trouvées sur le site. Nous nous trouvons devant le haut-relief de Saint-Georges terrassant le dragon, qui est un thème extrêmement connu en histoire de l'art médiéval. Cette légende d'un preux chevalier qui vient sauver une princesse d'un dragon est en fait une représentation, une mise en scène du bien et du mal. Je poursuis vers l'étage des logis royaux pour arriver directement dans les appartements de Marie d'Anjou au XVe siècle. Nous nous trouvons ici dans la chambre privée de Marie d'Anjou et je suis en train de passer devant la tapisserie de la Reconnaissance. C'est une tapisserie d'Aubusson du XVIIe siècle qui met en scène cette fameuse scène de la Reconnaissance entre Charles VII et Jeanne d'Arc et qui met surtout en scène la légende qui accompagne cette page d'histoire. Le roi Charles VII voulait mettre à l'épreuve Jeanne d'Arc. Il se serait donc caché parmi ses courtisans et il aurait mis quelqu'un d'autre à sa place sur le trône. Et on voit aussi que Jeanne d'Arc, qui est agenouillée derrière moi dans la tapisserie, se tourne plutôt vers le vrai roi, celui qui n'a pas de sceptre, car grâce au conseil de ses voix divines, elle a pu reconnaître le vrai roi parmi tous. Je me dirige maintenant vers la bonne histopade pour vous montrer à quoi ressemblait la chambre de la reine Marie d'Anjou au milieu du XVe siècle. On a même la capacité de faire tomber les murs et de voir la garde-robe de la reine ici, qui se trouvait derrière cette porte. Je quitte maintenant les appartements de Marie d'Anjou pour descendre dans les appartements du roi Charles VII. Je viens d'entrer dans la chambre très privée du roi Charles VII, c'est-à-dire l'endroit où il se reposait, où il dormait, où il prenait également ses repas. Juste derrière moi, le lit du roi Charles VII, avec un ciel couvert qui permettait un confort important, notamment l'hiver, puisqu'on pouvait fermer les courtines, qui sont ces rideaux qui permettaient de maintenir la chaleur. La courte pointe du lit qui a été retravaillée au fil d'or par une brodeuse. Et je voulais vous parler de cet astucieux banc du Moyen-Âge qui s'appelle un banc tournis. Donc vous allez voir, on peut le manipuler en fonction de la position et du confort qu'on souhaite avoir. Donc là, il est en position pour prendre un repas, pour bien chauffer le dos.
Mais si après le repas, on souhaite avoir plutôt les pieds bien au chaud, il suffit alors de manipuler le dossier de ce banc et de s'asseoir ainsi face au feu. Je me trouve ici juste dessous la chambre de Charles VII, dans les cuisines du roi du XVe siècle. Maintenant, je vous emmène vers une sortie un petit peu confidentielle qui permettait de relier les logis royaux à la tour de Boissy. Cette passerelle correspond à un ancien pont-levis. Elle offre un superbe point de vue sur les toits de la ville de Chinon et sur la Vienne. À ma droite, on aperçoit la tour du Coudray ainsi que le pont qui permet de passer du château du Milieu au fort du Coudray, puisque la forteresse royale de Chinon se compose en fait de 3 châteaux. Maintenant, nous nous dirigeons vers la plus ancienne tour de la forteresse, la tour du Moulin, qui date de l'extrême fin du XIIe siècle et qui a vraisemblablement été construite par Richard Cœur de Lion, l'un des fils d'Henri II Plantagenet. Dans la tour, la très belle voûte Plantagenet, très belle et très rare. Il s'agit d'une voûte sur nervure très bombée qu'on trouve d'habitude plutôt dans les églises. À quoi servait cette tour au XIIe siècle? Sa situation comme vigie au-dessus de la Vienne en faisait un poste de garde idéal. Donc on voit ici un archer en train de monter la garde, de surveiller le trafic fluvial sur la Vienne. Alors je ne peux que m'arrêter sous cet arbre remarquable du site. Il s'agit d'un Sophora japonica. Il est remarquable et vénérable puisque c'est un arbre âgé d'environ 200 ans. Et je me tourne maintenant vers la tour du Coudray, dans laquelle je vais pénétrer. Il s'agit d'une tour construite au tout début du XIIIe siècle par le roi de France Philippe Auguste, juste après un siège très célèbre au cours duquel il a repris la forteresse au roi Plantagenet. Cette tour a une histoire particulière puisqu'elle a également servi au tout début du XIVe siècle de prison pour les dignitaires templiers. Je vais m'enfoncer dans les entrailles de cette tour pour vous montrer les graffitis laissés par les dignitaires templiers lorsqu'ils y ont été emprisonnés en 1308. Ces graffitis ont été réalisés par les dignitaires de l'ordre emprisonnés ici, dont le dernier grand maître Jacques de Molay. Donc les Templiers étaient des moines soldats et ils ont choisi de représenter des scènes religieuses dans leurs graffitis, des calvaires, des moines encapuchonnés avec des boucliers, également un motif d'ange que vous pouvez apercevoir. Je poursuis ma descente au fond de la tour pour vous présenter un lieu secret et insolite qui n'est pas ouvert à la visite. Nous voici dans la salle la plus profonde de la forteresse, sous la tour, qui mène directement à un début de souterrain. Il s'agit en fait d'anciennes carrières qui ont servi à la construction de cette tour. Et une fois la construction de la tour achevée, un passage est resté pour permettre aux occupants de la tour de s'échapper directement en cas de siège vers une poterne qui était située près de la tour du Moulin, du côté de la ville. Après avoir visité les tréfonds de la tour du Coudray, me voici à nouveau à l'air libre, au soleil, pour conclure cette visite très privée. J'espère vous avoir donné vraiment envie de venir nous voir très bientôt.